mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs de l'intelligent.tv, la web TV du moment. Nous sommes à Paris pour cette émission spéciale avec M. Lanciné Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains. Bonjour M. Lanciné Camara. Bonjour. Quel sentiment vous avez d'être dans les studios des circonstances de l'intelligent TV sur Paris? Très heureux. Je vois que c'est une télévision qui a un bel avenir, avec une jeunesse qui sait que l'information aujourd'hui fait partie de tout ce qui peut rassembler. Merci. Il y a quelques semaines, la Côte d'Ivoire a enregistré le décès de M. Laurent Donald Fologo, anciennement président du Conseil économique et social. Vous avez connu l'homme. Comment et quelle réaction après ce décès? Alors, on était de la même génération déjà. Ensuite, je faisais la promotion d'Amilcar Cabral. Et Cabral m'a dit, si je venais à Paris, il faut absolument que j'ai des journalistes africains responsables, et même européens. Et c'est ainsi que je suis entré en contact direct avec Fologo. Et je vois que c'était un homme à la fois de la modération, de la pondération, d'une forme de sagesse. Et vous avez fait une réaction après son décès? Bien sûr, j'ai adressé d'abord mes sincères condoléances à sa famille, à ses enfants bien sûr, mais aussi au peuple de Côte d'Ivoire qui vient de perdre un journaliste de talent, patriote, qui a travaillé avec Houphouët-Boigny et avec beaucoup d'autres dirigeants ivoiriens. Vous envisagez même faire une cérémonie d'hommage sur la France, sur Paris? Aucun problème, nous le ferons une fois que vous-même, si vous acceptiez d'être à Paris ou qu'on le fasse même en Côte d'Ivoire, nous allons rendre hommage à cet homme de dialogue, à cet homme qui a aimé la Côte d'Ivoire, mais surtout, à travers la Côte d'Ivoire, il a aimé l'Afrique. Et je vais vous dire quelque chose. Il disait, Camara, j'ai vu Cabral avec toi, mais je pense que s'il faut libérer les colonies portugaises, je pense qu'il faut qu'ils tiennent un autre langage. C'est lui qui me donnait des conseils. C'est moi qui faisais la promotion de Cabral, et c'est lui qui me donnait des conseils après avoir rencontré Cabral. Il me dit, il tient un langage trop révolutionnaire et ça peut effectivement éloigner nous autres qui sont plus ou moins modérés. Aujourd'hui, il n'est plus révolutionnaire. J'ai cessé d'être révolutionnaire, je suis devenu beaucoup plus sage avec l'âge. Oui. L'âge est sage. Ah, totalement sage. Les cheveux blancs et là. Les cheveux blancs sont là, et il faut faire maintenant avec la vie. Mais n'empêche que vous avez tous des actes de révolte. Ah, totalement, totalement. Non, parce que. Mais bien sûr, Laurent Fologo, c'était quelqu'un réellement qui pensait comme la Côte d'Ivoire. On disait, c'est un peu les petits États-Unis d'Afrique, la Côte d'Ivoire, par la qualité du dialogue, par la qualité du fait que tout le monde venait en Côte d'Ivoire et tout le monde était accepté. Donc, il défendait cette thèse-là. C'est même la raison pour laquelle le président a fini par l'appeler. Quand il a vu qu'il défendait effectivement ce petit États-Unis d'Amérique à travers la Côte d'Ivoire, au fait, il a fini par voir que c'était un journaliste de talent et surtout de consensus. L'un de vos combats actuels, c'est aussi la visibilité de l'Union africaine, avec aussi cette présidence du président Etienne Tshisekedi depuis le début du mois de février. Quels sont vos projets à ce niveau? Alors, nous allons soutenir Tshisekedi, non pas parce que c'est Tshisekedi, c'est parce que tout simplement, il est venu au bon moment et au bon endroit. Il fait ce qu'on appelle un tabac en se défaisant de la mafia, du système qui était là, déjà. Il y a un système mafieux, économique, où on tue tous les jours les Congolais. C'est des accents révolutionnaires. Oui, ce sont des accents révolutionnaires apaisés. Je suis un révolutionnaire apaisé. On ne sait jamais d'être révolutionnaire. Oui, non. Même à 80 ans. Même à 80 ans, non, pas encore, mais ça vient. Mais ce n'est pas grave. Alors, ce qui se passe, c'est que Tshisekedi vient, il dit, je veux réformer les institutions étatiques, je veux faire avancer mon pays, je veux libérer mon pays, effectivement, de tout ce qui actuellement vient pour prendre les matières premières, et de la manière la plus barbare. Rien que ça, déjà, il faut le soutenir. Il est soutenu par des Américains. Kabila, il était en deal avec lui. Est-ce qu'il lutte vraiment pour une indépendance? Mais écoutez bien, quand vous venez, vous trouvez un État comme la République démocratique du Congo, il n'y a pas d'État. Vous êtes bien opposé de temps en temps, et c'est ça Laurent Fologo.
de composer un peu pour voir jusqu'où on peut aller. Et je pense, je peux me tromper, que Tshisekedi, ayant compris la situation, a joué le jeu jusqu'ici. Est-ce que maintenant, en se séparant gentiment, sans effusion de sang, de Kabila, est-ce qu'il va aller au fond du changement? Alors, il faut le mettre à l'épreuve. C'est-à-dire que j'ai connu beaucoup d'hommes politiques, une fois au pouvoir, ils changent de veste. Alors maintenant, il est au pouvoir, il est au bon endroit, c'est à lui de prouver qu'il veut réformer les institutions étatiques. Les camarades, c'est aussi plus d'Amilcar Cabral, Sékou Touré, Houphouët-Boigny, voilà. Aussi Kadhafi. Bien sûr. Une histoire avec Kadhafi. Une belle histoire avec Kadhafi. C'est Kadhafi qui a dit... Vous ne cessez pas d'en parler. Ah, parce que c'était un type extraordinaire. La preuve, j'ai toujours défendu Kadhafi. J'ai même dit que Sarkozy mérite d'être jugé. Puisque on était... D'ailleurs, il a un verdict en... Ah, mais absolument, il l'a fait. Et on n'était pas obligé de tuer Kadhafi. On pouvait capturer Kadhafi. Comme il a fait avec Laurent Gbagbo. On ne tue pas, on capture et on laisse la personne parler. Oui. Mais pour des gens, Kadhafi, quand on parle de Kadhafi, vous voyez Sarkozy, c'est aussi les pétrodollars. Est-ce que vous avez absolument. Reçu Je ne suis pas corruptible. Mais pas vous du avez tout. quand même reçu des Non, Kadhafi, attention, Kadhafi était quelqu'un de bien, oui. Il proposait, mais sans corruption. Les gens qui sont allés en Libye, il a donné des caisses, mais en retournant, c'était des Corans. Non, c'est pas ça. Moi, vous n'avez pas eu de caisses non, moi, je n'ai pas reçu le Coran. J'ai reçu quelques pécules pour lancer l'Union internationale des journalistes africains, oui. Parce qu'ils trouvaient qu'on tenait tête aux médias étrangers qui l'embêtaient sérieusement, qui le faisaient passer pour un dictateur. Oui. Alors, il a dit l'Union internationale des journalistes africains, contrairement d'ailleurs à Jeune Afrique, parce qu'il aurait aimé que Jeune Afrique contrebalance les forces d'information. Et comme il a vu que nous sommes, je n'ai rien contre mes confrères, mais que nous sommes dans la lignée d'une africanisation intelligente, performante, dynamique, oui. Et il a dit, je soutiens l'Union internationale des journalistes africains financièrement. Oui. Et il a ajouté, je ne vous dis pas de devenir pour autant le griot de Kadhafi, oui. Dire que tout ce que fait Kadhafi est bon. Non, il a dit, vous êtes totalement indépendant, comme je vous connais, mais défendez l'Afrique. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai accepté ce qu'il a donné pour soutenir l'Union africaine. Ça, ce n'est pas de la corruption, c'est de l'entraide. Et c'est ce qu'il faut en Afrique. Alors, avec Houphouët, j'étais étudiant à l'université d'Abidjan pour un court temps. Oui, j'ai fait l'université d'Abidjan. Et j'ai le docteur Bakassa. Oui. Et Bakassa, qui était le médecin personnel de Houphouët-Boigny, trouve en moi quelqu'un, comme un peu les Fologos, assez modéré. C'est-à-dire que... Révolutionnaire quand même. Révolutionnaire, modéré, sans faire ce que j'appelle de la provocation. Nous sommes des gens responsables. Mais on ne fait pas de la provocation. Vous situez comment par rapport à Bernard Doza, considéré comme un éternel révolutionnaire? Non, je pense qu'il a l'eau dans son vin. Déjà. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment taper sur machin. Non, je le lui ai dit, il y a des moments où il faut s'assagir. Et puis moi qui vous parle là, si je n'avais pas fait preuve de sagesse, peut-être même que je ne serais plus en vie, puisque... En Guinée, par exemple. Ahmed Sékou Touré, quand il est venu ici, en 1982, il a fait une conférence de presse à l'hôtel Marigny, et il a dit à son ambassadeur, son parrain, dit à l'ancien camarade, au lieu de me narguer, au lieu d'écrire n'importe quoi sur la révolution à Paris, au bord de la Seine, dis-lui de venir, on prend mon avion, on débarque à Conakry. Ça, c'était en 1982. Après la conférence de presse à l'hôtel Marigny. Non, j'ai trouvé l'offre magnifique, mais ce n'était pas le moment. Oui. Parce que ici, et c'est quand vous êtes allé après en Guinée? Totalement. En Guinée. Après une fois que Sékou est mort. Ah bon? Vous avez refusé son offre? J'ai refusé son offre et j'ai attendu qu'il meure pour rentrer en Guinée. Ah oui? Parce que les extrémistes qui étaient autour de lui ne me feraient jamais de cadeau. C'était des gens, plus que Sékou Touré, qui étaient des sanguinaires. On dit Sékou Touré, d'accord? Mais aujourd'hui, la Guinée, Sékou Touré, Condé, Alpha Condé aujourd'hui, est-ce que la Guinée a changé? Non, la Guinée n'avance pas. C'est dommage.
Mais je compte sur la sagesse d'Alpha Condé et le fait qu'il a vécu ici longtemps, je compte sur lui pour que la Guinée avance. Et il faut maintenant lutter contre la montée de l'esprit ethnique et nous sommes disposés à ouvrir le débat. Pourquoi la montée de l'esprit ethnique? C'est inacceptable, de part et d'autre. Donc nous sommes disposés, si le président Alpha Condé le veut bien, d'aller à Conakry, parler, dire qu'il faut des lois contre la montée de l'esprit ethnique, sinon nous risquons, je ne le souhaite pas, de nous retrouver dans la situation du Rwanda. Ça, je vous le dis. Mais il faut prévenir. Vous n'êtes pas à l'abri, pensez? Je pense que si nous tenons à faire ce que j'appelle ce grand débat contre la montée de l'esprit ethnique, honnêtement, je pense qu'on peut éviter. L'actualité, c'est aussi le Tchad avec ce qui se passe, que vous avez suivi ces derniers jours. J'ai vu le fait que l'opposant a été, évidemment, on est venu, on a encerclé sa maison, sa mère est morte, son fils aussi. Je trouve ça malheureux et inacceptable, honnêtement, mais sans provocation. On ne peut pas aujourd'hui se permettre, alors que Idriss Déby, que je respecte beaucoup, dans son combat contre les djihadistes, il a vraiment marqué l'histoire pour ça, on ne peut pas accepter non plus, parce que l'autre a dit je serai candidat à la présidence, venu à 5 h du matin, tirer évidemment dans son bâtiment, tuer sa maman, tuer son fils. Mais honnêtement, c'est inacceptable. Nous allons bientôt terminer cet entretien avec deux sujets. Il y a la Covid-19, les restrictions, la difficulté de se déplacer. Que vous inspire cette... il faut une politique sanitaire en Afrique, partout. Et je suppose, je suggère que la Côte d'Ivoire soit le premier pays à mettre en place une politique sanitaire digne de ce nom. Il faut encourager tous nos chercheurs, les médecins, tous ceux qui créent, tous ceux qui inventent. Il faut les inviter en Côte d'Ivoire. Dire, je suis là, moi, Ouattara, je suis un homme de dialogue, un homme qui avance, qui fait avancer la Côte d'Ivoire, qui veut faire presque au Houphouët-Boigny. Et en plus, il a beaucoup de chance. Il a fait plus d'études en matière d'économie et au machin, beaucoup plus qu'au Houphouët-Boigny. Mais je pense que Ouattara est bien placé aujourd'hui pour encore amplifier ce que Houphouët-Boigny avait commencé. Suivez-vous l'actualité sportive, le sport en Afrique? Bien sûr. À la présidence de la Confédération africaine de football, ça vous inspire? Mais bien sûr que ça m'inspire, moi aussi. Qui est votre candidat? Non, je n'en ai pas. Parmi les cadres sud-africains, le Mauritanien et l'Ivoirien? Non. Puisqu'il n'y a pas de Guinéen? Non, pas du tout. Non, écoutez bien. Vous aimez bien la Côte d'Ivoire? J'aime bien la Côte d'Ivoire. Et comme je suis un démocrate, je préfère que ce soit le meilleur qui gagne. Et moi, n'étant pas un spécialiste de sport, je laisse les spécialistes choisir le meilleur. Et je veux que cette fois-ci, celui qui sera élu soit vraiment le meilleur. Il y a même un qui a dit qu'il veut faire du football une sorte c'est-à-dire un ciment pour l'unité continentale. Il l'a dit, enfin, il a dit autrement. Mais ça, c'est très bien. Si on peut se servir du football pour rapprocher davantage les jeunes Africains, je ne demande que ça. Je suis sûr que le révolutionnaire africain que vous êtes voit d'un mauvais œil la mainmise de la FIFA, du président Gianni sur le football. Absolument. Je trouve que là-dessus, il y a trop d'argent. Vous savez, mon cher ami, quand il y a beaucoup d'argent, il faut être équilibré. Au fait, il a eu beaucoup d'argent, il était équilibré. C'est ça un homme. C'est-à-dire tu as beaucoup d'argent et c'est le football. Il faut trouver, je dirais, ce qui peut permettre à la fois à la jeunesse de s'épanouir, de gagner bien sûr sa vie, mais en même temps, il faut que il y ait de l'humain. Or, le football est devenu quelque chose de médiatique, de démesure. Et ça va dans tous les sens. L'Union internationale des journalistes africains, quelles sont vos activités, l'agenda dans les jours à venir? Et puis pourquoi vous êtes basé à Paris au lieu d'être basé en Afrique? Eh bien, je viens de Dakar. J'ai fait une très grande conférence de presse. Il est au courant de tout ça. Nous avons parlé à la fois du Sénégal, de l'unité continentale. Et mon ami Lo, qui est un homme politique qui a été ministre de l'Environnement, nous envisageons de faire à Dakar ou à Abidjan un grand débat sur les réformes de l'Union africaine, par exemple. C'est un exemple, c'est un projet. Votre siège doit être à Addis Abeba. Oui, non, on n'en est pas là. Non, il y a les chefs d'État qui ne sont pas souvent d'accord avec l'ancien camarade en disant qu'ils nous critiquent trop. Non,
je propose, c'est pas pareil. Les chefs d'État qui voient, quand je dis que l'Union africaine est devenue une coquille vide, c'est la vérité. L'Union africaine aurait pu prévoir la situation qui s'est passée au Rwanda, qui s'est passée au Libéria et ailleurs. L'Union africaine doit taper, doit être une conscience continentale. Et quand l'Union africaine dit, voilà, stop, regardez l'Érythrée et l'Éthiopie. L'Union africaine n'arrive même pas à dire à ces gens-là, arrêtez de vous entretuer. Donc l'Union africaine... Si vous faites votre part à dénoncer l'Union des journalistes africains et internationaux... Eh bien, nous allons faire de l'Afrique un continent qui émerge. Nous allons dire, encourager nos scientifiques. Le Cheikh Anta Diop. Belle conclusion. Voilà, belle conclusion, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous ici voilà. à Paris. Sur l'intelligent.tv, la web TV du moment, la web TV dont vous rêvez. Vous étiez là avec nous et toute l'équipe pour cette émission spéciale sur l'actualité en direct de Paris. Merci et à bientôt.